placé pour confirmer que c'est bien lui qui utilise cette chambre et avec son homme de confiance. Donc une fois qu'il est dans la chambre d'hôtel, il y est. Donc il ne ressortira pas. La BRI nationale demande des renforts au PJ de Versailles et de Lille. Une centaine de policiers sur place. Légalement, la police ne peut pénétrer dans un appartement avant 6 h du matin. Mais dans les affaires de grand banditisme ou de terrorisme, les juges autorisent des assauts au milieu de la nuit. Le feu vert tombe par email à 00h45. On va prendre le temps de s'assurer que les malfaiteurs sont bien endormis, donc on va attendre. Tant pis, on ronge notre frein, mais on attend pour être certain que l'opération se déroulera dans les meilleures conditions. Faïd et Bourouas occupent la chambre numéro 38. Elle est au premier étage, à l'entrée de la coursive. Une équipe de la BRI se met en position. Pour ne pas donner l'alerte, aucun client n'a été évacué. Toutes les sorties de l'hôtel sont bloquées. On va encercler l'immeuble pour permettre ensuite à la colonne d'intervention de venir se positionner. Mais au préalable, on a évité tout risque de fuite. Donc quand on est appelé sur ce genre d'événement, on a forcément une petite appréhension. C'est one shot, hein. On n'a pas droit à un coup d'essai et puis on ne peut pas se reprendre si jamais on a loupé. Non, il faut être sûr notre coup, quoi. Après 46 jours de traque, la BRI donne l'assaut. La progression est annoncée par la colonne, qu'elle monte dans les escaliers, qu'elle s'approche de la porte, qu'elle va pénétrer dans les lieux. Bon, évidemment, il y a le top interpellation qui est annoncé au moment où la porte est ouverte. On a quelques secondes de silence et puis l'annonce du résultat de l'opération. Objectif serré, interpellé, et c'est surtout sans incident. L'opération a duré quelques secondes. Aucun coup de feu n'a été tiré. Redouane Faïd n'oppose aucune résistance. Il a vite compris qu'il ne pouvait pas jouer. Il sait qu'il ne pourra pas s'échapper. La différence d'individus qui pourraient être radicalisés, de malfaiteurs jusqu'au boutiste, on sait que Redouane, s'il a une porte de sortie, il va essayer de l'utiliser. S'il y a un petit trou de souris, il va vouloir le prendre. Mais là, il ne peut pas. Donc, comme il n'a pas envie de mourir, il ne fait rien. Il est groggy et puis il sait qu'il est fait, il a les menottes dans le dos et voilà, il monte dans la voiture et il va pas dire un mot jusque de notre bureau. C'est l'info du jour, l'arrestation de Redouane Faïd. La cavale est terminée pour l'ennemi public numéro 1. Interpellé dans la chambre d'un hôtel, Redouane Faïd qui était grimé puisqu'il portait une perruque et une barbe. Sous très haute surveillance, Redouane Faïd est transféré au palais de justice de Lille. Face au juge, il ne livrera jamais le nom de ses complices. Interpellé avec lui, Hassan Bourouas sera condamné pour transport d'armes. De son côté, l'administration pénitentiaire va tenter de tirer des leçons de cette évasion. Vous découvrez les images de la garde des Sceaux, la ministre de la Justice. C'est tout de même assez exceptionnel de voir Madame Taubira entrer à l'instant dans le studio d'Europe 1 pour répondre dans quelques minutes aux questions de Jean-Pierre Elkabbach dans ce drôle de décor, Maxime. Oui. Pendant 6 jours, Christiane Taubira ne s'exprime pas publiquement sur l'arrestation. Puis elle choisit la prison même où Redouane Faïd est incarcéré pour une interview exclusive sur son nouveau plan de sécurisation des prisons. Xavier Yvon. Depuis Robert Badinter en 1976 à Fresnes, aucun ministre de la Justice n'avait accepté de faire une émission en direct d'une prison. Vous lancez, Christiane Taubira, un plan pour renforcer la sécurité dans les prisons. 33 millions d'euros seront consacrés à de nouvelles technologies de surveillance. Est-ce qu'une nouvelle évasion de Redouane Faïd, qui est ici à Fleury-Mérogis et qui écoute peut-être s'il a une radio, ou d'autres détenus
deviendra impossible. Mais je ne fonctionne pas aux faits divers et je n'établis pas un plan de sécurité de 33 millions d'euros sur la base de l'évasion d'un individu. Et ce plan gouvernemental annoncé, on l'a vu, à grand renfort de communication, qu'est-ce qu'il va changer? Eh bien, plusieurs dizaines de millions d'euros vont être investis pour empêcher que des objets rentrent illégalement en prison. Ce sont par exemple des portiques, comme on peut en voir dans les aéroports, ou bien des filets pour empêcher que des objets soient projetés par-dessus les murs. Et c'est efficace? Apparemment non, puisqu'à Condé-sur-Sarthe, il y a quelques semaines, la compagne d'un détenu a fait entrer illégalement un couteau en céramique avec lequel 2 surveillants ont été agressés. Ce plan, il vient aussi renforcer les mesures de sécurité encadrant les DPS, les détenus particulièrement signalés. En fait, l'évasion de Fahid a révélé des pratiques très différentes en fonction des établissements. Donc un nouveau texte va venir harmoniser et renforcer ces mesures de sécurité. Bien, on imagine qu'avec toutes ces mesures, ce plan, ces millions qui sont investis, une évasion de Redouane Fahid est désormais impossible. En théorie, oui, et pourtant, il va y parvenir en organisant lui-même sa propre exfiltration. Le centre pénitentiaire sud-francilien, à Réau. C'est dans cette prison récente, réputée parmi les plus sûres de France, qu'est incarcéré Fahid depuis le 21 novembre 2017. Condamné à 10 ans de prison après son évasion de l'île Sequedin, il figure sur la liste officieuse des 10 détenus les plus susceptibles de s'évader. La direction de la prison a donné des consignes spécifiques. Des palpations de sécurité quotidiennes, 2 fois par mois, des fouilles à nu, avant et après chaque parloir, une fouille intégrale et l'interdiction de tout contact avec les autres détenus. Ce surveillant parle sans autorisation, son interview a été reconstituée. Quand il allait au téléphone, tout son secteur était bloqué. C'était le seul détenu que j'ai vu en France pour qui on bloquait même le personnel. On le bloque, on bloque tout le monde. Il passe avec 2 surveillants et un gradé du quartier d'isolement, comme une star. Il est starifié. Tout le monde le regarde. C'est-à-dire que pour lui, la prison ne tourne plus pendant 20 à 30 minutes. Mais ces mesures ne vont pas suffire. Dès le début, les surveillants s'inquiètent de son comportement. Redouane Fahid, il scanne les lieux. On a l'impression qu'il mesure chaque centimètre carré et il maîtrise son espace. Fahid, c'est lui qui nous observait en fait. Il prend ses marques, il prend ses repères, il s'habitue. Les agents font remonter ces observations à leur hiérarchie. À partir de janvier 2018, moins de 2 mois après l'arrivée de Fahid, la direction régionale envoie des emails d'alerte auprès de la direction de l'administration pénitentiaire. La direction régionale de Paris réitère la demande de transfert en urgence, par mesure de sécurité et surtout pour éviter un incident très grave. Pendant 6 mois, des messages toujours plus alarmistes réclament le départ de Fahid de la prison de Réau. Sans réponse de la direction centrale. En février 2018, les surveillants de Réau soufflent. Le braqueur est jugé en appel à Paris pour l'attaque ratée d'un fourgon blindé dans laquelle la policière municipale Aurélie Fouquet a été tuée. Le temps du procès, Fahid est transféré à Fleury-Mérogis. À l'issue de ce procès, des peines seront prononcées à l'identique, peut-être plus. Voilà. Après, nous, ce que nous aurions souhaité, ce sont des aveux, mais je pense que nous ne les obtiendrons pas. Redouane Fahid est condamné à 25 ans de prison pour association de malfaiteurs. Il se pourvoit en cassation. Cinq jours plus tard, à la grande surprise du personnel du centre pénitentiaire, le braqueur est de retour à Réau. Un des chefs qui l'accueille ce jour-là me dit « Mais tu peux pas imaginer la réaction de Redouane Fahid d'être agréablement surpris de se retrouver à Réau. »
Je pense que c'est pas la qualité de la bouffe qui lui a manqué. Quand il revient, il est content. Il est content parce qu'il est dans un environnement qu'il maîtrise. Dans un lieu connu, c'est plus facile de préparer quelque chose d'illicite. Moins de 15 jours après le retour de Faïd à Réau, la direction régionale redemande par email son transfert à l'administration centrale. Il a déjà repéré toutes les failles de la structure et la connaît trop bien maintenant. Nous savons par expérience que c'est juste une question de temps. Le 22 juin, après de nombreuses relances, la direction de l'administration pénitentiaire finit par répondre. Le transfèrement aura lieu dans le courant du mois de septembre. Cette réponse provoque la colère de la direction régionale. Je considère votre décision très dangereuse pour le centre pénitentiaire sud-francilien, pour le personnel et pour l'ordre public. Le 1er juillet 2018, 9 jours après cet email, Redouane Faïd s'évade une deuxième fois. Je reçois un coup de téléphone de mon adjoint chef de service qui me dit en ces termes Faïd s'est barré. La spectaculaire évasion. L'évasion du braqueur Redouane Faïd. Je reçois un SMS sur un des téléphones qui me dit Redouane Faïd s'est évadé. Et je pense au départ spontanément à une blague. Et ensuite je regarde le deuxième téléphone et là je vois que j'ai une vingtaine d'appels en absence. Et donc là je comprends qu'il y a un énorme problème. Redouane Faïd s'est enfui de la prison de Réau à bord d'un hélicoptère. C'est un petit peu l'incrédulité quand même qui m'envahit parce que c'est un détenu particulièrement surveillé. Les questions sur son évasion sont nombreuses. Ma réaction, c'est comment c'est possible qu'il s'évade encore, justement. Et d'un autre côté, alors qu'on est condamné à 25 ans de réclusion criminelle, comment ne pas envisager la suite de sa vie qu'au travers d'une évasion? Redouane Faïd est de nouveau en cavale. « 1750 policiers et gendarmes sont mobilisés, une nouvelle fois. Mais les opérations de contrôle ne donnent rien. Aux côtés de la PJ de Versailles, l'Office central de lutte contre la criminalité organisée repart sur les traces du fugitif que ses équipes avaient interpellé 5 ans plus tôt. Le 1er juillet, c'est un dimanche, veille de grand départ en vacances. C'est quelque part une des périodes les plus délicates de l'année, tout simplement. Si ce n'est qu'en police judiciaire, on a une capacité à mobiliser très rapidement des gens. Rapidement, toute la brigade qui est dépêchée sur place, tous les enquêteurs sont disponibles, qui d'initiative vont aller travailler. Au bas mot, on est entre 80 et 100 enquêteurs de police judiciaire qui rapidement sont envoyés, dépêchés sur les différentes scènes de crime. Et voilà, c'est reparti. Donc, direction le service, vous laissez femmes et enfants, et c'est parti pour 3 mois intenses. Place Vendôme, le cabinet de la ministre Nicole Belloubet est submergé par de fausses rumeurs. Youssef Badr, le porte-parole du ministère, doit les désamorcer. J'ai des médias qui m'appellent pour me dire il s'est évadé avec plusieurs détenus, et donc il ne serait pas parti seul, avec d'autres DPS et tout ça. Donc du coup, j'essaie de vérifier ces éléments-là, en fait, au départ. C'est déjà ce qui va être dit, que les prisons sont des passoires, qu'il y a une espèce de laxisme ou qu'il y a une espèce de laisser-aller, qu'on va probablement aussi s'en prendre aux surveillants en évoquant des éventuelles complicités internes et tout ça. Donc là, on sait très bien que, de toute façon, on nous attend à l'orée du bois, c'est évident. En fin d'après-midi, le 1er juillet, la ministre se rend à Réau. Venu lui aussi soutenir les surveillants, le syndicaliste Régis Grava l'interpelle sur les demandes de transfert de Faïd. Je dis à la ministre, il y a des éléments qui prouvent clairement qu'il y avait quelque chose qui se préparait et les agents l'ont remonté. Maintenant, qu'ont fait vos services? Donc sa réponse est une réponse politique. Si on pouvait vraiment prévoir avec certitude, où elle dit qu'elle acquiesce, mais à mi-mot, et elle est super gênée par ça.
Devant les journalistes, Nicole Belloubet ne met pas en avant la question des transferts, mais confirme une faille dans la sécurité de la prison. Nous avons là un commando qui sans doute avait repéré les lieux par le biais de drones. L'enquête judiciaire qui est en cours le dira certainement, et qui a donc conduit à cette évasion tout à fait spectaculaire en permettant à un hélicoptère de se poser sur la seule cour de la prison qui n'était pas couverte par des filins de sécurité. En fait, la première faille qui est identifiée, c'est ça. Et la première question que se pose la ministre, c'est de se dire pourquoi il n'y a pas de filin anti-hélicoptère dans la cour d'honneur. On découvre juste qu'en 2011, lorsque l'établissement est livré, en fait, les filins anti-hélicoptères sont prévus dans le cahier des charges. Donc ils sont prévus sur la cour d'honneur. On ne saura jamais parce qu'on n'y était pas, mais on ne saura jamais pourquoi ils n'ont pas été installés. La garde des Sceaux livrera l'explication 2 mois plus tard, devant une commission de l'Assemblée nationale. Elle est plutôt embarrassante pour l'administration pénitentiaire. Ils n'ont pas été posés à la demande de l'administration pénitentiaire. Il a en effet été considéré à l'époque que cette cour d'honneur était un lieu où les détenus ne circulaient pas. Un détenu ne naît dans la cour d'honneur qu'au moment où il rentre dans la prison et où il en sort, ou pour les extractions. Ça n'était à l'époque pas perçu comme un risque. Dès les premières heures, les policiers analysent les appels de tous les téléphones mobiles à proximité des zones traversées par le commando. Ils repèrent 5 téléphones actifs pendant l'évasion. Ils n'émettront plus aucun signal par la suite. Ces téléphones sont ceux des complices de Faïd. Leurs déplacements permettent de reconstituer l'organisation très minutieuse de l'exfiltration. Les policiers espèrent ainsi remonter jusqu'aux fugitifs. Dès 8h30, le 1er juillet, une Renault Mégane noire se déplace sur la N104 en Seine-et-Marne. Elle fait étape à Lésigny pour déposer un complice. L'homme porte le matériel qui va servir à l'évasion. La voiture dépose ensuite les 2 autres complices près de l'aérodrome de Lognes. Se présentant comme un père et son fils, les 2 hommes prétendent venir pour un vol d'initiation. Ils insistent pour voler en Alouette, un vieil appareil capable de transporter 4 passagers, en plus du pilote. La Renault Mégane retourne ensuite à Gonesse et se gare en bordure de la D370, près d'une station essence. C'est là que l'hélicoptère déposera Redouane Faïd et les membres du commando, après l'évasion. Au même moment, à la prison de Réau, Redouane Faïd est conduit au parloir, escorté par 2 surveillants. Il est vêtu d'un t-shirt orange, détail qui va avoir son importance. Dans une synchronisation parfaite, le complice de la Mégane donne le top départ par téléphone au commando de l'hélicoptère. L'appareil détourné se pose à Lésigny. Le 3e complice monte à bord. Dans son sac, une disqueuse, des cagoules, des brassards de police et des armes. Le commando est au complet. À 11h18, l'hélicoptère arrive au-dessus de la prison de Réau. Les comptes rendus des surveillants permettent de reconstituer ce qui s'est passé minute par minute. À 11h18, au poste central d'information, une surveillante est alertée par un son inhabituel.
J'ai entendu le bruit assourdissant, semblable à celui d'un hélicoptère venant du haut. Un premier individu est descendu du côté droit. Il était vêtu d'une combinaison foncée noire. Un second individu est descendu du côté gauche. J'ai aussitôt appelé la police par la ligne directe. Celle-ci était en dérangement. À la porte d'entrée de la prison, le surveillant-chef tente lui aussi de contacter la police. Sans succès. Un de ces hommes finit par utiliser son portable pour joindre le commissariat le plus proche. À mon grand étonnement, on nous a dit « c'est une blague ». Au bout du téléphone, un policier demande aux surveillants de décliner leur identité, leur adresse, leur fonction. Devant tant de questions, nous nous sommes énervés. Nous lui avons demandé de nous prendre au sérieux et de nous envoyer des renforts tout de suite. Il nous a dit de nous calmer car il suivait la procédure et nous a reposé les mêmes questions. Le surveillant-chef distingue à l'intérieur de l'hélicoptère le pilote tenu en joue par un homme cagoulé. Les deux autres membres du commando entrent dans la prison en découpant une porte réservée aux forces d'intervention. Ouais, chef, on fait comment là? Suivant la procédure en cas de crise, les surveillants ramènent tous les détenus dans leurs cellules. Mais pour Faïd, les consignes sont strictes. Il ne doit croiser personne lors de ses déplacements. Donc on est sur le point de bloquer tous les mouvements et de sortir Faïd, et c'est à ce moment-là que le commando arrive. Ça s'est joué à peut-être une petite minute, quoi. Mais vraiment à peu de choses près, parce qu'on avait déjà évacué tout le parloir sauf lui. Le surveillant resté au parloir se retrouve nez à nez avec un membre du commando. J'aperçois un individu cagoulé avec un brassard police qui coupe le pêne de la cabine. Cet individu ne m'a pas vu durant sa manipulation. Sans arme, le surveillant est dans l'impossibilité d'intervenir. Redouane Faïd et ses complices rejoignent l'hélicoptère. À 11h28, ils quittent la prison. L'exfiltration a duré moins de 10 minutes. La police n'arrivera qu'après le décollage de l'hélicoptère. Dans sa fuite, le commando multiplie les manœuvres pour brouiller les pistes. Après une 50aine de kilomètres de vol, l'hélicoptère se pose à Gonesse. Les fugitifs mettent le feu à l'appareil. Le pilote les voit prendre la fuite à bord de la Mégane. Ils se rendent ensuite dans le parking souterrain d'un centre commercial, en bordure de l'autoroute A1. À 11h49, les complices incendient la voiture. Faïd monte dans une Kangoo blanche garée par un complice. À 11h53, la vidéosurveillance du parking prend ce cliché. On y voit Redouane Faïd à la place du passager. La Kangoo rejoint la 1 et remonte vers Senlis. À 12h11, les lignes téléphoniques des membres du commando cessent toute activité. Le premier réflexe, c'est de se dire qu'on a affaire à des malfaiteurs d'envergure, à des gens, pour le coup, dont c'est le métier, qui n'en sont pas à leur coup d'essai, qui sont peut-être entraînés, qui ont même pu répéter cette opération. On n'est pas face à des amateurs.
Les enquêteurs décortiquent ce qu'ils appellent les scènes de crime. L'hélicoptère retrouvé à Gonesse en partie brûlé. La Mégane utilisée comme voiture relais et abandonnée par le commando dans le centre commercial, elle aussi calcinée. La Kangoo blanche retrouvée brûlée dans l'Oise, moins de 24 heures après l'évasion. L'ensemble de l'opération a été menée en moins de 5 heures. Aucun coup de feu n'a été tiré. C'est une évasion sans aucun coup de feu, sans aucune résistance. Effectivement, ça peut paraître surprenant, mais les surveillants pénitentiaires ne sont pas armés. Alors depuis peu, certains syndicats réclament des tasers, mais le ministère de la Justice campe sur ses positions. En fait, ce qu'ils craignent, c'est qu'en cas d'évasion ou de mutinerie, ça se termine en bain de sang. Alors, il y a bien des surveillants qui sont armés, ce sont ceux qui sont dans les miradors, mais ils ont interdiction de tirer sur un hélicoptère en vol. Écoutez les explications du ministère de la Justice. C'est la loi. En fait, on ne peut pas tirer sur un hélicoptère en vol. Et l'hélicoptère fait un vol stationnaire. Si vous tirez, ça veut dire que quelque part, vous sacrifiez aussi les gens qui sont dedans. Or, avec le commando, je crois qu'il y a le pilote, il me semble. Et je pense que les surveillants aussi ne savent pas qui est dedans. Ils peuvent imaginer tous les scénarios possibles. Il y a peut-être des gens qui ont été pris en otage, on ne sait pas. C'est ce qui permet d'expliquer l'évasion de Redouane Faïd, le fait que les surveillants et les surveillantes ne soient pas armés. Alors c'est plus complexe que ça. Le cœur du problème, c'est ce transfert de Redouane Faïd qui n'a jamais eu lieu malgré les nombreuses alertes de la direction régionale. Oui, les échanges de mails qui demandaient ce transfert de prison n'ont pas donné lieu à un transfert effectif. En effet, chacun se rejette la faute et dans cette administration réputée pour son mutisme, les fuites vont se multiplier. Dès le lendemain de l'évasion, le 2 juillet, le Figaro va révéler en partie cet échange de mails. Dans ces mails, les services pénitentiaires avaient demandé son transfèrement rapide au vu de sa menace sérieuse de passage à l'acte. Là, vous avez des échanges de mails qui sortent dans la presse, où tout le monde se tourne vers nous pour nous dire attendez, regardez, on nous avait alerté, on vous avait informé, et vous n'avez rien fait. C'est pas la réalité de ce qui se passe. Et là, les fuites qui sont données sont en plus parcellaires et donc forcément partiellement fausses. La personne qui fait sortir une information a toujours intérêt à la faire sortir. Je n'en ai pas tiré de conclusion à partir du moment où je ne savais pas qui le diffusait, ou d'où la fuite émanait. Ces mails traduisent la remontée du terrain qui n'a pas été suivi par ces décideurs. Ça permet aux uns aux autres de dire la vérité. Pourquoi l'administration centrale n'a pas pris la décision de faire bouger Redouane Faïd. Avec ces fuites qui pointent des dysfonctionnements au plus haut niveau de l'administration pénitentiaire, Nicole Belloubet se retrouve en première ligne. Madame la ministre, quand une telle faillite est ressentie comme inévitable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À l'Assemblée nationale, lors de la séance des questions au ministre, les députés demandent des explications. Il y a pu y avoir des erreurs et les informations de la presse de ce matin, une demande sans suite de transfert vers un centre mieux sécurisé, nous interrogent. Nous voulons savoir ce que vous comptez faire pour tirer les conséquences de cette évasion. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je souhaite porter un regard clinique sur cette évasion et je souhaite tirer toutes les conséquences qui devront en être tirées. Je dis bien toutes les conséquences, y compris pour mesurer les défaillances et prendre les éventuelles sanctions qui s'imposeraient si cela est nécessaire. Au-delà des erreurs individuelles, ce qui est pointé dans cette affaire, c'est la responsabilité de toute l'administration pénitentiaire. Oui, nous nous sommes procuré cet échange de mails et nous avons le fin mot de l'histoire. Alors, face à la colère de la direction régionale, l'administration centrale propose finalement de transférer Faïd à Fleury-Mérogis. Sauf que Fleury, c'est une prison qui est surpeuplée. Salah Abdeslam y est incarcérée. Elle a été ébranlée par le suicide de détenus, mais aussi de surveillants. Et surtout, Faïd la connaît déjà. Donc c'est l'impasse et aucune solution alternative n'est proposée. Alors cette question des transferts, elle va être le révélateur de sérieux dysfonctionnements au sein de l'administration. Et Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, va bien être obligée de les reconnaître. Écoutez-la. L'inspection relève une difficulté de ce point de vue. Autrement dit, une insuffisante réactivité des gens qui sont aujourd'hui à l'administration centrale et qui ne répondent peut-être pas avec la réactivité suffisante à ce type de détenus à risque.
Bien, c'est clair. La ministre pointe les responsabilités de certains cadres de l'administration pénitentiaire, mais aussi leur décalage, leur déconnexion avec ce qui se passe sur le terrain dans les prisons. Et la crise est telle que Nicole Belloubet va annoncer une réforme d'ampleur et notamment la fusion des services qui s'occupent de la remontée d'informations depuis les établissements et ceux qui s'occupent des transferts. Et suite à cette crise, le numéro 2 de l'administration pénitentiaire va être écarté. Officiellement, c'est dans le cadre de cette réforme, mais c'est lui qui avait supervisé le transfert de Redouane Faïd. Pendant que le ministère de la Justice fait face à la polémique, à Nanterre, le numéro 2 de la police judiciaire se plie à l'exercice d'une conférence de presse. Je ne suis pas habilité à vous parler du fond de l'affaire, évidemment. Philippe Vérony s'exprime rarement sur une enquête en cours. Mais la police veut montrer que la traque de Faïd est une priorité. Les premières constatations laissent à penser que le commando était composé d'environ 4 ou 5 personnes. Non identifiées, je m'empresse de le dire, évidemment. En fait, un premier membre du commando est sur le point d'être identifié. Rapidement, les enquêteurs abandonnent la piste de complicité dans le grand banditisme. Selon eux, le fugitif Faïd attire trop la lumière. Dans les jours qui vont suivre, ça va être la piste familiale qui va se décider concernant Redouane Faïd. Il n'y a pas de bandits ou de malfaiteurs qui ont voulu s'associer à son projet d'évasion, parce qu'ils doivent se douter qu'à côté du moment où il aura réussi à s'évader, il aura sur le dos tous les flics de France. Donc tous ceux qui seront dans son entourage et qui auront été associés seront dans la nasse et seront dans les mailles du filet et seront levés un jour ou l'autre. Au sein de la brigade de recherche des fugitifs, c'est le policier qui avait déjà traqué Faïd après l'évasion de 2013 qui supervise l'enquête. Nous travaillons sur toutes les archives de la police, notamment les anciennes affaires, et on essaye de ressortir l'identité de ses complices. Et on s'est aperçu que Redouane Faïd, des membres de sa famille avaient été mis en cause, notamment 2 de ses neveux. Des frères de Faïd et certains de ses neveux sont connus des services de police. Il faut tisser une toile d'araignée, essayer de s'assurer que les gens qu'on cible sont bien là. S'ils sont pas là, on est en droit de se dire qu'ils sont peut-être du coup avec Redouane. Bon, on va s'intéresser du coup à leurs proches, à proprement parler, les frères, les cousins, les oncles, les tantes, les neveux. La plupart habitent la région de Creil, dans l'Oise. Des écoutes téléphoniques sont lancées, les policiers se déploient dans la ville. Un travail de filature très délicat. Chaque cible mobilise 5 à 7 policiers. Ils savent tous qu'à un moment ou à un autre, ils risquent d'être surveillés par la police. Donc on est obligé d'engager beaucoup de fonctionnaires de façon à ce que ce ne soient pas toujours les mêmes qui soient au contact et qu'il puisse y avoir une rotation, je dirais, dans les surveillances qui vont être exercées. Les enquêteurs vont donc désormais se concentrer sur les membres de la famille de Redouane Faïd. Ils vont se focaliser en fait sur 2 frères, les 2 frères qui rendent le plus souvent visite à Redouane Faïd en prison, Brahim Faïd et Rachid Faïd. Alors Brahim, il est présent le jour de l'évasion, il nie toute implication. Les enquêteurs vont quand même le placer en garde à vue et ils le relâchent au bout de 30 heures. Et l'autre frère, Rachid ? Rachid, il rend une dernière fois visite à Redouane en prison le 26 mai, c'est 1 mois avant l'évasion. Et ensuite, il a un alibi solide, il part pour l'Algérie. Donc lui aussi est écarté par la police ? Pas tout à fait, parce qu'en fait, les enquêteurs s'aperçoivent qu'il a un 2e passeport, qu'il a réservé des billets pour rentrer en Europe en multipliant les escales. Ils perdent sa trace à Amsterdam, mais ils sont convaincus que le jour de l'évasion, il était bien présent en France. Et ça va se confirmer, ça, par la suite ? Un élément vient confirmer cette thèse, l'ADN retrouvé sur le parcours du commando, et il correspond bien à celui de Rachid Faïd. C'est un point important et une sacrée avancée pour l'enquête, car désormais les enquêteurs, la police, sait que Rachid Faïd était présent au moment de l'évasion. Ils vont décider en fait de ne pas rendre l'information publique parce que ce qu'ils espèrent, c'est que Rachid Faïd les conduise jusqu'à son frère Redouane. Bonjour Stéphane. Bonjour Jérôme. Vous êtes pilote d'hélicoptère. Nous découvrons votre voix, votre visage aussi. On a beaucoup parlé de vous depuis dimanche dernier, depuis cette évasion spectaculaire de Redouane Faïd. Ils me font descendre de l'hélicoptère, ils me prennent en joue avec des armes et des coups de crosse et m'expliquent ce qu'on allait faire et leur choix d'aller aller chercher un ami à la prison de Réau. Et ils m'expliquent
qu'il faut que j'obtempère et que je fasse bien mon travail, sinon ma famille serait certainement menacée et que quelqu'un était devant chez moi. Le récit de la prise d'otage est précis, mais pour les enquêteurs, des questions persistent. Le vol de l'hélicoptère semble très préparé. Le plein d'essence aurait été calculé au plus juste pour décoller avec 5 passagers. Un vol sans GPS, en rase-motte, pour échapper au radar. Le commando a-t-il été aidé par un expert? Un autre élément intrigue les enquêteurs. Une proche du pilote a échangé des lettres avec Faïd jusqu'en 2016. Neuf mois plus tard, le pilote et 2 de ses proches seront placés en garde à vue. Mais visiblement, aucun élément ne prouve une implication dans l'évasion. Aucune charge n'est retenue. Ils sont tous relâchés. Une découverte en forêt confirme la piste familiale. Les enquêteurs mettent la main sur du matériel utilisé par les malfaiteurs lors de l'évasion. Il a été retrouvé grâce au témoignage d'un chasseur. C'est quelqu'un qui a pour habitude de fréquenter cette forêt, qui est témoin d'un manège un peu suspect, qui voit des gens qui à l'heure à laquelle il les croise, manifestement n'ont rien à faire dans ce secteur boisé à proximité de Creil, qui va passer son chemin, qui va y retourner par la suite et qui va tomber sur des effets vestimentaires. On identifie parmi les vêtements retrouvés un t-shirt orange qui était porté par Redouane Faïd au moment de son évasion. Cette découverte, ça nous a fait comprendre 2 choses. C'est que, pour quelqu'un qui s'était évadé le 1er juillet, dormir en forêt, ça veut dire que vraisemblablement il n'y a pas beaucoup de moyens financiers derrière et qu'il est sur un cercle assez resserré et il est dans sa zone de confort puisqu'il est sur Creil. Donc les éventuels départs à l'étranger avec une cagnotte cachée, etc., pour nous, ça n'apparaissait pas être la piste la plus pertinente. Donc on était à ce moment-là, on a acquis la conviction qu'il pouvait être dans le milieu creillois qu'il connaît si bien. Sur place, les policiers retrouvent surtout des armes. 2 fusils d'assaut et des gilets pare-balles. Des éléments qui les inquiètent. Les armes, de manière générale, vous vous en débarrassez, vous les détruisez, comme les véhicules. La disqueuse thermique aurait dû subir le même sort, parce que vous pouvez laisser des éléments d'ADN sur ces armes, sur ces objets. Donc on est surpris. Mais ça laisse sous-entendre le passage à l'acte vers un nouveau projet criminel. Un futur casse, un centre fort, une bijouterie, une banque, un fourgon blindé. Et donc ça nous met une pression supplémentaire. Le chasseur qui a trouvé les armes identifie l'un des hommes croisés dans la forêt. Il s'agit d'un neveu de Faïd, Isaac. Le témoignage confirme les complicités familiales, mais toujours aucune trace du fugitif. Un autre coup de chance va faire progresser l'enquête. Pris en chasse par une voiture de gendarmerie après un contrôle inopiné, Faïd et un complice se réfugient dans le parking d'un centre commercial. Ils parviennent à prendre la fuite à pied. Rapidement sur place, les gendarmes de la brigade de recherche ignorent que la voiture était conduite par Redouane Faïd. Ils pensent avoir affaire à des cambrioleurs. Je vois rapidement qu'il y a à l'intérieur tout le nécessaire à commettre des cambriolages, à savoir visseuse dévisseuse, pied de biche, marteau. Je m'aperçois également qu'il y a des affaires, donc t-shirt, jeans, sales, et également brosse à dents et rasoir. Des boîtes attirent leur attention. L'une d'entre elles contient une matière blanche non identifiée, l'autre, des câbles électriques.
Et là, mon collègue me dit immédiatement, oh là là, attention, on dirait de l'explosif. Comme j'ai pas de formation en explosif, la crainte que j'ai à cet instant T, c'est que effectivement, que ça vienne exploser et qu'on dénombre pas mal de morts, étant donné qu'au-dessus du parking, on a quand même une salle de sport qui est bondée. On est au mois de juillet, donc il fait relativement chaud. Donc ouais, moi ma crainte à ce moment-là, c'est effectivement que la matière se dégrade et qu'elle vienne exploser. C'est la capitaine Marie Lenéillon qui lance l'évacuation. On a une trentaine de gendarmes qui arrivent quasi dans les 15 à 20 minutes. Donc on commence à faire un gel vraiment des lieux, à pousser les personnes. Et peu de temps après, je sais que la commissaire de Sarcelles arrive aussi avec un maximum de renforts. Et là, on a pu vraiment s'organiser pour vraiment interdire l'accès dans un rayon de 300 mètres, 400 mètres aux personnes, faire évacuer le McDonald's, faire évacuer la salle de sport. Le soir même, les 2 fugitifs sont formellement identifiés sur les images de vidéosurveillance. On y voit Redouane Faïd, la main dans un sac où il cache probablement une arme. Et derrière lui, son frère Rachid. C'est une histoire incroyable, une course-poursuite un peu par hasard qui va se terminer donc par l'évacuation de ce centre commercial. Oui, et le plus fou, c'est que si les mèches sont authentiques, les explosifs sont des faux, du simple mastic. Alors une hypothèse consiste à penser que Faïd voulait remonter un braquage. Redouane Faïd n'a donc pas les moyens de se procurer de véritables explosifs, du vrai matériel ? En fait, Redouane Faïd, il est seul, isolé, et une cavale, ça coûte très cher. Surtout quand on est un bandit connu comme lui, les tarifs, par exemple, pour de faux papiers, ça grimpe vite. Donc il cherche par tous les moyens à se procurer de l'argent. Il envisage, par exemple, de remonter sur un braquage. L'autre élément très important, c'est que dans la voiture, les enquêteurs retrouvent des papiers qui leur permettent de remonter à un cybercafé en plein cœur de Paris. Le passage de Redouane Faïd dans ce cybercafé a été filmé par la vidéosurveillance. Nous nous sommes procuré les images. Elles n'ont jamais été diffusées. Regardez. 12 jours après l'évasion, Redouane Faïd et son frère plaisantent dans un cybercafé parisien. C'est ici qu'ils ont acheté, sur Internet, la Laguna Grise, prise en chasse par les gendarmes à Sarcelles. On voit quelqu'un qui a l'air plutôt serein, hein, qui fait des courses comme vous ou moi, sans être particulièrement stressé. Il est un petit peu grimé, dans le sens où il porte une casquette pour essayer quand même d'être le moins visible possible. Enfin, en tout cas, il n'a pas de perruque, il n'a pas de moustache, il n'a pas de faux nez. Donc, mais quelqu'un qui est relativement zen. Voilà. On ne peut pas rester terré au fond d'un igloo. Donc il faut bien vivre, il faut sortir, il faut voir des gens, il faut prendre des contacts, il faut vivre. Hein. Sinon, si c'est pour pas vivre, autant rester en prison. Donc il faut faire quelque chose. Donc forcément, il s'expose. Les policiers vont organiser des planques devant le cybercafé. Sans résultat. Mais une nouvelle fois, le fugitif va devoir s'exposer. Des unités de la BRI se déploient dans la forêt de Creil. Grâce à des écoutes et des surveillances, les enquêteurs ont compris qu'un rendez-vous est organisé entre un neveu de Faïd et un réseau lié au grand banditisme. Les policiers espèrent qu'il va déboucher sur une rencontre avec Faïd, qui recherche des soutiens logistiques ou financiers. Le neveu prend son interlocuteur en selle, mais au dernier moment, le passage d'un hélicoptère éveille la méfiance des 2 hommes. Le rendez-vous n'aura pas lieu. Le neveu fait demi-tour. Les policiers le laissent partir. Il est leur seul lien avec Faïd. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur ce fameux rendez-vous secret ? En fait, cette information, elle n'était jamais sortie parce qu'on se trouve en pleine zone grise, celle des indiques, des informateurs de la police, et les enquêteurs veulent en dire le moins possible, tout simplement parce qu'en fait, les bandits étudient leurs méthodes pour mieux les déjouer ensuite. Et après ce rendez-vous, que devient le neveu ? D'une manière générale, en fait, les complices de Redouane Faïd se savent surveiller, ils redoublent de prudence, et malgré les énormes moyens mobilisés, les heures d'écoute de surveillance, l'enquête piétine.
Les policiers, ils vont explorer toutes les pistes. Alors, il y a un chauffeur de taxi qui leur parle d'une conversation qu'il a entendue dans sa voiture. Une journaliste qui tenterait d'avoir rendez-vous avec Redouane Faïd. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est avec l'accord des juges d'instruction, ils vont placer cette journaliste sur écoute et il y aurait même eu des filatures. Ce qui va poser question parce que ces pratiques sont contraires aux règles du secret des sources. Oui, d'ailleurs, sa chaîne BFM TV a annoncé son intention de porter plainte. Et cette piste du taxi, elle va mener à quelque chose ? Cette piste, elle ne va mener à rien. En fait, la traque, elle est au point mort. Donc les policiers vont accentuer la pression sur l'entourage de Faïd pour faire un peu bouger les lignes et ils vont cibler tout particulièrement sa famille. Le 5 septembre, une vague de perquisitions est lancée en Île-de-France et dans l'Oise. Les policiers cherchent à mettre la pression sur l'entourage de Faïd, dans l'espoir que l'un des proches sous surveillance commette une erreur. Au lendemain de cette opération, le premier flic de France rend public la principale piste suivie par les enquêteurs. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur et des Relations avec les cultes, bonjour. Bonjour. Perquisition, opération de police dans l'Oise, hier dans plusieurs villes, Creil, Méru, Compiègne. On pense qu'il est effectivement réfugié dans sa proximité, dans les lieux qu'il connaît bien, où il a un certain nombre de parents, d'amis, et donc c'est là que les policiers cherchent pour pouvoir l'arrêter. La déclaration ne facilite pas le travail des policiers, qui ont déjà des difficultés à se dissimuler à Creil. C'est une petite ville, tout le monde se connaît, une petite ville dans laquelle il y a plusieurs quartiers difficiles, dans lesquels y rester longtemps est quasiment impossible. Si on reste trop longtemps dans ce genre de quartier, on est détecté, ce qui pourrait mettre à mal l'intégralité de l'enquête. À Creil, la BRI continue les planques et les filatures. Fin septembre, le changement de comportement d'un neveu de Redouane Faïd intrigue les policiers. Au gré de la surveillance d'un des membres de la famille, on s'aperçoit qu'il a des déplacements qui ne sont pas forcément très cohérents par rapport à ce qu'on peut penser de son activité quotidienne, qui consistait d'ailleurs à rester majoritairement dans sa cité. Ça va attirer notre attention et nous laisser penser que peut-être, à certains moments, il va pouvoir aller au contact de Redouane Faïd. Le téléphone du neveu leur permet de remonter jusqu'à un autre portable. C'est un téléphone qui avait une activité particulière, qui n'était allumé notamment que la nuit. Et donc les filatures engagées pour essayer d'identifier l'utilisateur de ce téléphone nous amènent à identifier un véhicule. Ce véhicule, il va nous amener à Creil et à un immeuble où on avait déjà en fait eu des informations sur la présence dans cet immeuble de manège un peu suspect. Les policiers s'intéressent à l'une des habitantes de l'immeuble. Le jour, elle a une activité normale, mais ses sorties nocturnes sont plus inhabituelles. Elle est en contact avec deux personnes en niqab qui sortent de son immeuble et montent à bord de sa voiture. Des tenues peu courantes dans ce quartier de Creil. On va utiliser à la fois des moyens humains et techniques pour surveiller cette adresse. Et on va revoir de temps à autre ce binôme et effectivement constater que la personne sous le niqab est assez grande, a du mal à se déplacer et qu'il y a de grandes chances pour qu'effectivement ce soit un homme. Difficile de les suivre dans les rues désertes. La BRI mobilise une cinquantaine de policiers pour mettre en place ce qu'elle appelle un jalonnement. Les gens de la BRI sont des gens qui sont complètement rompus à ces techniques et qui, plutôt que de partir en voiture derrière une cible, préfèrent plutôt occuper le terrain, jalonner, occuper la carte et sur les grands axes et permettre de signaler des passages plutôt que d'être derrière, j'allais dire à la queue leu-leu, ou à 1h ou 2h du matin avec les phares, ça peut être très délicat. Au cours de la troisième nuit, l'utilisatrice du véhicule va déposer les individus à un autre véhicule.
Et là, les individus auront enlevé leur burqa. Ils sont extrêmement méfiants. Donc ça nous conforte dans l'idée que ces individus sont à minima des gens recherchés et particulièrement aguerris. Les enquêteurs tentent d'établir que l'un des deux suspects est bien Redouane Faïd. Mais ils leur donnent du fil à retordre. On est face à un individu qui connaît très bien notre façon de fonctionner. Pour déjouer nos surveillances, le moindre rond-point, il va faire 2 fois le tour et il va rouler très en dessous des limitations de vitesse. De façon à ce que si un véhicule le suit, il soit automatiquement détecté. Finalement, à la faveur d'un éclairage, les policiers pensent avoir identifié le fugitif. On acquiert vraiment à ce moment-là la conviction que la personne qui se trouve au tout départ de notre surveillance en passager du véhicule, c'est à 99% Redouane Faïd. L'assaut est donné après 93 jours de traque. Faïd est interpellé à 4h20 du matin, avec son frère Rachid et ses 2 neveux. En tout, 7 personnes sont mises en examen. Comme en 2013 et la fin de sa première cavale, le chef d'enquête est sur les lieux. Il me reconnaît, hein, je le vois dans son visage. Il est assis menotté, mis à disposition par les groupes d'intervention. On a des armes retrouvées à proximité de lui. Il est hagard, voilà. Il sait que c'est perdu. Puis tout de suite, voilà, le naturel revient au galop et il va nous demander qui l'a balancé. Assez rapidement, il va se mettre à parler, presque à sourire, quoi. Voilà, parce qu'il sait que, je pense qu'il a déjà en tête le 3e projet. Redouane Faïd retourne en prison. Une cellule l'attend dans le centre de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. Les mesures d'isolement sont encore renforcées. Pour cette nouvelle évasion, Faïd risque jusqu'à 20 ans de prison.